Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 23. Sortir du cercle vicieux de la victimisation et reprendre un peu de contrôle sur sa vie. Je me sens invisible. Quand je parle, les autres ne m'écoutent pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Avez-vous déjà entendu quelqu'un se plaindre de cela dans votre entourage ? Des personnes qui, peu importe leurs efforts, ont l'impression que les autres ne les voient jamais telles qu'elles sont. Dans cet épisode, au travers de l'histoire d'Alban, on va explorer ensemble les mécanismes qui se cachent derrière ces paroles, décortiquer ce que ça fait que de se considérer ainsi comme victime des autres. Et bien sûr, je vous donnerai des pistes d'action concrètes à la fin de l'épisode, donc restez bien jusqu'au bout. L'histoire d'Alban, quand le sentiment d'invisibilité s'installe. Je reviens d'un déjeuner dimanche dernier dans ma famille et ça s'est passé comme d'habitude. Des railleries, pas méchantes, hein. Et pour tous les sujets importants, on ne m'écoute pas. C'est comme ça que commence une séance avec Alban, 38 ans. Alban est salarié d'une entreprise d'informatique, il aime bien son travail, il est séparé de la mère de ses enfants depuis 4 ans à peu près, et les enfants sont en garde alternée. Tout se passe plutôt bien, son ex-femme habite à 2 rues de chez lui. Et pourtant, malgré cette stabilité apparente, Alban ressent comme un profond malaise. Lorsqu'il parle de sa vie, ce qui revient le plus souvent dans son discours, c'est un sentiment d'impuissance, une impression d'être systématiquement mis de côté, d'être celui que personne n'écoute vraiment. Il reprend la parole à propos de son déjeuner en famille, pas si convivial que ça. On me coupe la parole, on fait des blagues sur moi, mais quand j'essaie de parler sérieusement, il se passe toujours un truc, c'est le moment de débarrasser, donc tout le monde se lève. Ou alors, mon frère me coupe avec un de ses bons mots et puis là, c'est plus la peine. Tout ce que je dis n'a aucune importance. Alban est visiblement fatigué. Fatigué de se sentir invisible, que ce soit en famille, au travail ou dans ses relations amoureuses. Ce déjeuner, c'était la cerise sur le gâteau de ma semaine, hein. Parce que j'ai encore rencontré quelqu'un qui m'a gentiment éconduit. Encore. Je n'y arriverai jamais. Il est arrivé à un point où il est tellement dégoûté qu'il a décidé d'arrêter de faire des rencontres. « À quoi bon ?» dit-il. « C'est toujours la même histoire. Je suis gentil, serviable, mais ça ne suffit jamais. » Et puis il ajoute « Je n'y arriverai jamais. Jamais à être quelqu'un qu'on écoute, avec qui on a envie de passer du temps. Pas juste le mec sympa qui déconne à la machine à café ou qu'on appelle pour des déménagements ou pour du bricolage. Ah, d'ailleurs... Je suis allée installer la sonnette chez la mère de mes enfants et puis elle m'a demandé de les prendre un soir de cette semaine alors que c'est pas ma semaine. J'ai dit oui, hein. Du coup, avec tout ça, je crois que je vais arrêter les rencontres pour l'instant. J'en ai marre d'être gentille mais pas assez pour se revoir. C'est comme si tout le monde s'était passé le mot. Bien sûr, il y aurait plein de choses à dire à partir de ce petit échange. Mais j'aimerais aujourd'hui attirer votre attention sur un point en particulier. Si je reformule, Alban souhaite être écouté et reconnu pour ce qu'il est. Vous me direz, comme beaucoup d'entre nous. Mais si vous prêtez attention à la manière dont il le formule, ce sont les autres qui le mettent à cette place de ne pas être reconnu. Pour le déjeuner en famille, ses parents, ses frères, sœurs ne l'écoutent pas. Et si on creuse, il peut dire que de toute façon, c'est le sort des petits derniers. Du côté amoureux, les femmes qu'il rencontre ne veulent pas le revoir, le mettent dans la position d'être rejeté. Et pour la mère de ses enfants, elle fait appel à lui dans son ressenti, non parce qu'il est un père formidable ou un bricoleur hors pair, mais plutôt dans une idée utilitariste. Il a une représentation de lui-même qui pourrait se résumer en « le mec drôle qu'on n'écoute jamais et qu'on utilise pour des trucs qu'on n'aime pas faire ». Il est enfermé dans un rôle qu'il déteste, mais dont il ne parvient pas à se défaire. Et ses expériences successives au travail, en famille et bien sûr dans ses relations amoureuses ne cesse de venir renforcer cette image qu'il a de lui-même. Mais est-ce que c'est vraiment une fatalité ?
Alban est-il victime d'un complot silencieux ourdi par son entourage ou bien y a-t-il autre chose à comprendre derrière ce ressenti persistant ? Et est-ce que ce schéma est vraiment imposé par les autres ou est-ce que d'une manière ou d'une autre, Alban lui-même contribue à le maintenir ? Alors la première question à se poser dans cette situation et à poser à Alban, c'est est-ce que tout ça est vraiment problématique pour lui ou non ? Sous-entendu, est-il prêt à fournir les efforts nécessaires au changement ? Parce que, comme vous le savez, tout changement implique d'y mettre de l'énergie. Et si la volonté de changer est fragile, on aura tôt fait de se remettre dans un fonctionnement connu, même s'il est douloureux. Très bien. Alors imaginons qu'Alban est prêt à se mettre au travail sur cette question. La première étape serait qu'il puisse analyser et prendre conscience de ses angles morts. Parce que dans son discours, il est en quelque sorte victime de l'attitude des autres. Être ou se sentir victime. Alors comment Alban en est arrivé là ? Comment quelqu'un d'aussi serviable et bien intentionné peut-il se retrouver systématiquement dans cette posture d'invisibilité ou de rejet ? Il est pris dans une sorte de cercle vicieux de victimisation. Et là, je fais référence à la perception qu'Alban a de lui-même, c'est-à-dire qu'il se voit comme victime des autres, comme subissant une injustice venant de l'extérieur. Autrement dit, il subit une situation dont il n'est ou ne se sent pas responsable. Il ne le verbalise pas explicitement, mais tout dans ses interactions, ses pensées, ses attentes, semble confirmer cette posture. Et ce rôle de victime, même s'il est inconscient, finit par devenir un modèle répétitif dans ses relations, presque comme une prophétie auto-réalisatrice. Prenons un instant pour décortiquer un petit peu tout ça. Le rôle de victime, piège inconscient. Alors si on a un discours du type développement personnel de bas niveau, on pourrait juste lui dire « arrête de te prendre pour une victime, bouge-toi et deviens qui tu veux ». Bon, mais les choses sont un peu plus complexes que ça dans la vraie vie, et aider quelqu'un à prendre conscience de ses biais d'analyse et puis l'amener au changement, eh bien c'est un métier en fait. Si on disait ça à Alban, il réagirait sur son schéma habituel, il se dirait « il ne voit pas vraiment qui je suis, sous-entendu mes côtés positifs, mes compétences, mes valeurs. Et puis en plus, il me catalogue direct comme tous les autres. En résumé, nous serions un bourreau de plus. » Parce que dans la réalité, à part si vous êtes un vrai masochiste, vous ne vous enfermez pas dans ce rôle par pur plaisir ou par pure jouissance. C'est souvent une place qu'on a acquise par l'habitude parce qu'il y a eu des dysfonctionnements relationnels ou dans la communication. Et lorsque nous adoptons inconsciemment le rôle de victime, nous finissons par interpréter tout ce qui nous arrive à travers ce prisme. Chaque situation, chaque interaction devient une nouvelle preuve de ce que nous croyons déjà. C'est-à-dire, je ne suis pas écoutée, on ne me respecte pas, je ne compte pas vraiment. Et au sein d'une famille, les choses sont encore plus complexes, car il y a parfois des alliances, des places déterminées pour chacun. Idem au niveau professionnel, l'entreprise étant un petit microcosme avec des jeux communicationnels complexes. Et si on élargit, il y a aussi le même genre d'enjeu au niveau social et sociétal. Nous ne sommes donc pas une page blanche que nous pourrions modifier en un claquement de doigts. Nous sommes pris dans un réseau relationnel de croyances, de fonctionnement, de stéréotypes, etc. Et bien sûr, nous sommes aussi faits de notre histoire, de nos expériences. Alors je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire pour Alban et qu'il n'a pas de pouvoir sur la situation. Je dis simplement qu'il faut avoir conscience de ce sur quoi on peut agir ou non. Pour Alban, ce fonctionnement est devenu une routine, un repère, une place sécurisante car il la connaît, alors que paradoxalement elle lui fait du mal sur le long terme. Dans sa famille, ce mécanisme est en marche depuis très longtemps. Il a toujours été le petit dernier, celui dont les opinions étaient facilement mises de côté, les besoins relégués au second plan. À chaque déjeuner en famille, ses remarques étaient ignorées et le sont toujours. Et ça l'irrite. Mais aussi, quelque part, ça le conforte dans sa croyance bien ancrée, on ne m'écoute jamais. Et le même scénario se répète encore et encore, et vient ancrer la croyance qu'il n'y a pas d'autre perspective ni d'autre manière de fonctionner. Mais ce qu'Alban ne voit pas, c'est qu'il alimente lui-même ce cercle vicieux. Quand nos comportements confirment nos croyances. On l'a vu, Alban vit dans un sentiment d'impuissance. Ben oui, car vu que ce sont les autres qui pensent tout ça de lui et qu'on ne peut pas changer les autres, la boucle est bouclée. Alban pense ne rien pouvoir faire. Il n'a plus aucun contrôle sur sa vie
et quoi qu'il lui arrive, il se retrouvera pris dans ce scénario négatif. Alors vous connaissez peut-être le phénomène des prophéties auto-réalisatrices. Ce terme désigne la manière dont nos croyances peuvent inconsciemment orienter nos actions au point de provoquer les résultats mêmes que nous redoutons. Quand on est persuadé que l'on va être rejeté, eh bien on va finir par susciter ce rejet par notre comportement. On va en quelque sorte agir inconsciemment notre peur quand on sera avec les autres. Par exemple, dans le cas d'Alban, il pense qu'il n'est pas quelqu'un d'assez séduisant, quelqu'un d'assez intéressant, quelqu'un d'assez bien pour qu'une femme ait envie d'entretenir une relation avec lui. Eh bien si on était une petite souris, on aurait pu observer que dans ses rendez-vous amoureux, Alban a tendance à s'effacer, à minimiser ses qualités, à ne pas se mettre en avant. De toute façon, à l'écouter, il ne sait même pas quoi mettre en avant. C'est comme s'il se retirait de la relation, anticipant la réaction potentielle de rejet de la femme qu'il rencontre, et alors il ne laisse même pas le loisir à la relation de se dérouler. De l'extérieur, il pouvait donc paraître froid, non intéressé, peu investi, voire carrément je m'en foutiste, alors qu'en réalité, c'était tout le contraire. Pour aller plus loin et pour éclairer sous un autre jour la situation d'Alban, on peut aussi faire appel au modèle classique du triangle dramatique de Karpman. Ce modèle décrit 3 rôles que nous jouons inconsciemment dans nos interactions: la victime, le bourreau et le sauveur. Dans ce triangle, Alban occupe la position de victime, percevant son entourage comme les bourreaux, ceux qui ne l'écoutent pas, et parfois cherchant inconsciemment des sauveurs qui pourraient enfin lui donner cette reconnaissance qu'il désire. Et ce schéma, une fois installé, se répète encore et encore dans les relations. Le confort paradoxal de la posture de victime. Alban pourrait très bien continuer à vivre ainsi, alors certes ce n'est pas optimal, mais il en retire aussi probablement certains bénéfices. Déjà, c'est une position qu'il connaît par cœur, il sait ce que ça implique, il sait à quoi s'attendre, même si ça lui fait mal. Et il y a un certain confort dans le familier, même si ça fait mal. Dans sa famille, il n'est jamais en position d'assumer des décisions difficiles. Et puis avec les femmes, il n'a pas à s'engager, vu que ses relations se cantonnent à quelques mois. Donc rester dans cette posture lui évite de prendre des risques. Et puis je le redis, mais le changement c'est inconfortable, ça demande de l'énergie, de la remise en question, et surtout ça implique d'accepter la possibilité d'échouer. Et pour quelqu'un comme Alban, dont l'estime de soi est déjà fragilisée, elle est au ras des pâquerettes, eh bien l'idée d'essayer et de potentiellement échouer est terrifiante, ce que l'on peut tout à fait comprendre. Ce rôle, bien qu'insatisfaisant, lui offre une forme de protection. Il peut se dire que ce sont les autres qui sont responsables de sa situation, et pas lui. On pourrait aussi faire appel au concept de psychologie de l'impuissance apprise de Martin Seligman. L'impuissance apprise survient lorsque, après avoir vécu des situations où l'on se sent incapable d'influencer le résultat, on finit par abandonner toute tentative de changement, même lorsqu'une opportunité se présente. Et c'est ce qu'Alban pourrait ressentir. À force de se sentir ignoré, rejeté et de percevoir que ses actions n'ont aucun impact, eh bien il pourrait intégrer cette idée qu'il ne peut rien y faire et finir par rester passif. Le cercle vicieux du ressentiment. Vous voyez bien qu'Alban, dans ce que je vous raconte, n'a probablement même pas conscience de s'être enfermé dans cette posture victimaire et de répéter les mêmes schémas inlassablement. Donc la première étape, l'étape d'analyse et de prise de conscience, c'est de regarder ce que ça fait, quels sont les effets de tout ça dans son vécu interne, dans ses relations, dans ses projets, en un mot, dans sa réalité quotidienne. Alors il peut être en colère, accuser sa famille, les femmes qu'il rencontre de ne pas le traiter comme il se devrait, accuser les événements extérieurs de ses déroutes successives. Il peut y avoir du ressentiment qui, au lieu de le pousser à agir, ne va faire que renforcer sa posture de passivité, parce que de toute façon, agir ne sert à rien, on va toujours à la catastrophe. Et puis il peut en être attristé aussi à juste titre, entrer dans un cycle de plainte. C'est à cause de ces rencontres ratées que je suis devenue aussi négative dans ma vision de la relation de couple. Tu te rends compte comment il parle de moi dans ma famille ? Il me considère comme un enfant alors que j'ai 38 ans quand même. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se plaint comme ça ? Eh bien, on essaye d'attirer la sympathie d'autrui, de leur dire « Vous voyez, il m'arrive tout ça, mais en réalité, je vaux vraiment le coup, hein !» Mais cette plainte est malheureusement souvent contre-productive et insinue de la pitié dans le regard de l'interlocuteur. Pourquoi ?
parce qu'on perd en crédibilité et en écoute. La première fois qu'on se plaint, on sera écouté. Au début, les autres, amis, famille, collègues, vont être en empathie et écoutés. Puis au fur et à mesure, si on répète les mêmes plaintes, ils vont se lasser. Ils peuvent même s'épuiser, épuiser leur empathie. Et au bout de la 10e plainte, la 10e même plainte, eh bien la parole ne sera plus écoutée ou sera banalisée. Ça va renforcer le sentiment d'impuissance de celui qui se plaint, bien sûr, et cela vient renforcer sa croyance que tout est dû aux autres. Il va peut-être tenter d'amplifier alors ou de distordre son discours pour que les autres l'écoutent encore plus, c'est-à-dire pour ne pas perdre leur attention. Mais c'est à ce moment-là qu'il perdra toute crédibilité. Car en agissant ainsi, on n'éveille pas chez l'interlocuteur une volonté d'aide, mais on éveille surtout, comme je le disais tout à l'heure, de la pitié, voire carrément de l'agacement. Et puis ça peut même aller jusqu'à créer de véritables tensions dans la relation et amener finalement à une prise de distance plus ou moins définitive. Probablement que dans les cas que vous avez autour de vous, les choses sont beaucoup moins claires que dans l'exemple d'Alban qui est un peu caricatural. Le but ici, c'est de vous faire saisir le cercle vicieux dans lequel est pris cet homme et comment cela vient teinter toutes ses relations aux autres, mais comment aussi cela a des conséquences dans ses projets. Car avoir une faible estime de soi, un manque de confiance dans sa capacité à séduire, ou à réaliser des choses, ou à être en relation, ça peut faire qu'on ne va à un moment même plus tenter quoi que ce soit. On va s'enfermer dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on sait faire, par évitement ou par fuite de nouveaux épisodes difficiles qui nous remettraient devant ce problème. Autrement dit, on va vivre d'une manière plus étriquée que ce que nos capacités réelles pourraient nous permettre. Le glissement de responsabilité. On a vu qu'au final, Alban était tenté de ne plus prendre aucune responsabilité car de toute façon, il n'y croit plus et il ne s'en sent pas capable. Et dans les responsabilités qu'il n'ose même plus envisager de prendre, il y a bien sûr la responsabilité de son propre changement. Le résultat de ce glissement de responsabilité, c'est aussi une perte d'autonomie. C'est-à-dire que notre sort dépendra des autres, de leur avis, de ceux qu'ils voudront bien nous concéder. Et Alban se retrouve dans une situation d'attente. Alors qu'au début, il essayait de se débattre pour tenter de trouver une porte de sortie, eh bien tout ce vécu d'échecs successifs lui dicte maintenant d'attendre gentiment, de ne surtout plus bouger, pour ne pas s'exposer à une nouvelle catastrophe. Comment briser le cercle vicieux de la victimisation ? On arrive donc au moment où la personne est OK pour travailler sur un changement. La première chose à faire, c'est déjà de pouvoir valider son vécu. C'est-à-dire reconnaître que oui, cette situation, elle est effectivement très dure à vivre, que ce qu'elle ressent est légitime. Prendre conscience du schéma, identifier le cercle vicieux. La deuxième chose à faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je préfère le redire clairement, ce n'est pas de lui dire « bouge-toi et tout est en ton pouvoir » ou alors « arrête de te plaindre parce que tu saoules tout le monde » ou alors « lève-toi à 5h du mat pour faire ton miracle morning et puis tu deviendras quelqu'un de bien ». Non. L'idée, c'est de pouvoir avancer sur la reconnaissance des conséquences de ce que cette posture fait dans le quotidien de la personne et dans toutes les sphères de sa vie. Et puis remonter le fil tranquillement, sans brusquer les choses, car le temps est important. Et là-dessus, il n'y a pas de règle universelle. Chacun a besoin d'un temps différent pour avancer. Ainsi, c'est comme si on allait venir surligner le cercle vicieux dans lequel la personne est prise, comment et par quel comportement il s'auto-entretient. Et ça peut être douloureux de prendre conscience de ça. C'est pour ça que le faire avec un professionnel est important. Prendre conscience de ces cercles vicieux et repérer les situations qui se répètent, les comportements défensifs qu'on adopte, sera essentiel. Peut-être qu'il faudra aussi comprendre pourquoi avec telle personne on a systématiquement tendance à réadopter cette posture de victime. Pourquoi dans la famille les choses se jouent systématiquement ainsi. Et puis faire la part des choses entre ce qui dépend de nous ou non. Reprendre des responsabilités petit à petit. Ensuite, une fois que cette prise de conscience est faite, l'étape suivante est de reprendre de petites responsabilités. Pourquoi des petites responsabilités ? Bien parce que vous le savez bien, mais changer d'un coup c'est irréaliste en plus d'être décourageant. Ce qui compte, c'est de retrouver un sentiment de contrôle par des petites actions
toute simple. Alors vous allez me dire, c'est difficile ça. Eh bien non, pas tant que ça. Quand je vous dis des toutes petites choses du quotidien, ça peut être est-ce que je choisis de préparer un repas qui me fait plaisir plutôt que de m'ouvrir un surgelé que je mets au micro-ondes? Ça peut être est-ce que je choisis de sortir faire un tour ou de regarder Netflix? Toute la somme de nos choix quotidiens crée en réalité la vie que nous avons. Et pour ça, je vous renvoie à l'épisode 17 sur les habitudes. L'idée, c'est de favoriser des petits choix accessibles qui pourront assurer une prise de confiance pour secondairement amener sur des choix plus difficiles. Alors si on reprend l'exemple d'Alban, ça pourrait être est-ce que c'est ok pour lui d'aller à ce déjeuner avec sa famille aujourd'hui sans que ça l'atteigne de trop? Il pourrait se demander est-ce que je choisis d'aller bricoler chez mon ex-femme ou de faire autre chose? Est-ce que je suis prêt à parler un peu plus de moi dans mon prochain rendez-vous avec une femme et de prendre le risque que ça ne marche pas? Et puis à tous les stades d'avancement, eh bien la personne a le droit de ne plus vouloir aller plus loin. De s'arrêter, d'en rester là et puis de continuer comme ça. Alors là vous vous dites ah bah super, merci, tout ça pour ça. Et en tant que professionnel, on peut se dire ou ressentir quelque chose comme ah c'est dommage, il restait un tout petit bout de chemin à faire et il arrête maintenant. Mais nous ne sommes pas là pour décider pour les personnes que nous accompagnons. Et en réalité, eh bien non, ça ne continuera pas vraiment comme avant. Une personne qui a pris conscience de certaines choses réagira forcément autrement. Et surtout, si la personne vous dit franchement, eh bien là j'ai besoin de faire une pause pour X ou Y raison, peu importe, eh bien c'est la marque d'un pas de plus. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle prend la responsabilité de cet arrêt. Et oui, elle recommence à prendre une responsabilité. Elle n'est plus seulement le jouet des autres ou de l'extérieur. Et ça, cette prise de responsabilité, c'est déjà une avancée marquante. Il y a une transformation notable entre le avant où je suis victime du monde et je n'ai pas de perspective, et le après où je sais maintenant de quel ordre est ma difficulté, mais je préfère m'arrêter là pour l'instant. Redéfinir ses valeurs et ses priorités. Alors si l'accompagnement se poursuit, il passera aussi par une redéfinition de ses centres d'intérêt, ses valeurs, ses qualités, ses désirs, ce qui compte pour soi et ce qui fait son identité propre. Très souvent, quand on est enfermé dans une posture de victimisation, on perd de vue ses propres valeurs et ses désirs et tous ses objectifs. On se laisse guider par les attentes des autres, en oubliant de se demander ce que l'on souhaite vraiment. Pour Alban, ça va signifier prendre un temps pour réfléchir à ses priorités. Aujourd'hui, qu'est-ce qui compte vraiment pour lui? Est-ce qu'il souhaite vraiment être cette personne toujours disponible pour tout le monde? Si oui, c'est ok. Mais sinon, eh bien il sera amené à s'affirmer davantage dans ses relations et à poser certaines limites. Cette redéfinition des valeurs permet aussi de faire des choix plus assurés. Plutôt que d'agir pour satisfaire les autres ou par habitude, Alban pourra commencer à faire des choix qui correspondent à ses propres désirs, à ses objectifs, et non à ce qu'on attend de lui. Donc la question qui peut aider à ce stade, c'est qu'est-ce que je veux vraiment, dans cette relation, dans ce travail, dans ma vie au sens large. Et oui, ce n'est pas une question facile. L'important pour Alban ou la personne qui est prise dans ce type de schéma, ça va être de voir qu'il y a de nouveau des horizons possibles, et ça passera par reprendre un petit peu de contrôle sur sa vie. Accepter l'inconfort du changement et célébrer les petites victoires. Sortir d'un cercle vicieux, ça demande du courage. Et oui, ça peut être inconfortable. Pour Alban, dire non à son ex-femme ou s'affirmer en famille peut être angoissant. Il risque de se sentir coupable ou d'avoir peur du jugement des autres, peur de perdre certaines amitiés. Mais c'est un inconfort nécessaire pour pouvoir avancer. Ça fait partie du processus. En clair, ça veut dire accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que certains de nos choix pourraient même surprendre ou déconcerter notre entourage. Mais vos choix, dites-moi, vous les faites pourquoi? Pour plaire aux autres ou pour construire votre vie? Vous développer avec les personnes que vous aimez. Et la chose vraiment importante à se rappeler à ce stade, c'est que oui, c'est un moment inconfortable, mais ce n'est qu'un moment. Ça veut donc dire que c'est temporaire. Et toute cette réflexion mènera vers un espace de plus grande liberté et d'épanouissement. Chaque petit pas est déjà un pas de plus vers le changement et une réussite en soi. En voyant qu'il est capable de poser des limites, de prendre des décisions,
et que cela n'entraîne pas de catastrophe, Alban renforcera son estime de soi. Il pourra alors s'attaquer à des changements plus profonds et peu à peu, il sortira de cette victimisation pour redevenir acteur de sa propre vie. Toutes ces victoires, aussi petites soient-elles, sont le signe que le changement est en marche. Conclusion. Sortir du cercle vicieux de cette victimisation, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça peut sembler vraiment difficile au départ. Mais avec des prises de conscience progressives, des petites actions concrètes et une redéfinition de vos priorités, il est tout à fait possible de reprendre un peu plus de contrôle sur votre vie, un pas à la fois. Et quand je dis reprendre du contrôle, je précise que bien sûr, on ne peut jamais tout contrôler dans la vie. Passer par ce rôle douloureux de victime des autres, c'est parfois un préalable, une étape nécessaire pour aller vers une position qui nous conviendra mieux, que ce soit en famille, dans les relations aux autres ou au travail. Par contre, quand c'est quelque chose qui devient enfermant, quand on en fait une identité, alors là, ça devient vraiment coûteux. Et les conséquences sur la vie et les projets qu'on aurait pu réaliser sont énormes. Alors voilà, j'espère qu'au travers de ce tout petit extrait de l'histoire d'Alban, vous regarderez d'une autre manière les personnes qui se plaignent au bureau ou dans votre entourage amical. Oui, bien sûr, il y a des personnes qui continueront à se plaindre et qui en ont fait un fonctionnement. Mais certains cherchent juste comment se sortir de ce cercle vicieux. Et c'est là qu'il est important de tendre la main et l'oreille pour les aider à découvrir la porte qui ouvre sur d'autres paysages. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux et faites-le connaître autour de vous. Je vous dis à très bientôt.